Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce septième épisode du podcast Géopod. Je m'appelle Mehdi et je suis toujours en compagnie de Hafsa Qala Mustafa. Comment ça va Hafsa? Ça va, je te remercie. Bonjour Madi, bonjour tout le monde. Très bien, donc aujourd'hui, alors je rappelle juste aux gens, hein, pensez à vous abonner et à liker et puis à laisser des commentaires, hein. Pensez à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous aurez les notifications. Voilà, et puis si vous likez, si vous aimez ce contenu, pensez à le liker parce que ça permet de mieux le promouvoir au niveau de YouTube. Et même chose pour les commentaires, si vous écrivez des commentaires, ça permet de mieux promouvoir la vidéo, hein. Voilà, mais sinon, oui, tu vas nous parler quoi aujourd'hui, de quoi aujourd'hui, Hafsa? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler des institutions internationales et quel est leur intérêt au final au vu de la manière dont on bafoue complètement justement ces lois et leurs réglementations. Donc voilà, est-ce que ces institutions servent toujours à quelque chose? Voilà. Oui, très bonne question. Et moi, je parlerai de l'effondrement de l'Occident qui est en cours. Et puis, enfin, il y a plein de... C'est plus des signes, là, c'est des faits majeurs. Et voilà, donc j'aborderai ça selon l'angle de l'automobile, l'industrie automobile, de la puissance et de la supériorité militaire, notamment aérienne, et puis aussi de l'intelligence artificielle. Voilà, ben, je te laisse, Hassan, nous présenter ton sujet. Eh bien, écoute, voilà, c'est le sujet donc, c'est par rapport à la décision de Donald Trump d'interdire à la délégation palestinienne de se rendre à New York pour participer donc aux sessions de l'ONU, ce qui est une première parce que en fait la charte de l'ONU est très claire. Elle exige que les États-Unis autorisent toutes les délégations, quel que soit le pays, de venir se rendre et pouvoir s'exprimer sur donc cette plateforme internationale, quel que soit l'état des relations avec ce pays et quelles que soient donc les conditions. Pourquoi? Parce que justement, c'est en fait un territoire en quelque sorte neutre puisqu'il représente tous les pays du monde. Or, voilà que les États-Unis, encore une fois, soumis complètement au diktat israélien, ont décidé d'interdire l'accès à Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, qui, on doit le rappeler d'ailleurs, est pourtant très, très sympathique aux positions israéliennes et ne défend pas avec passion la position palestinienne. Mais cela dit, quel que soit X, je pense que c'est le principe, c'est la manière de Trump de justement rappeler sa soumission totale à Israël. Et donc, c'est par ces gestes-là. Mais l'intérêt, en fait, du sujet de ce soir, c'est de comprendre quel est l'intérêt de ces institutions, puisqu'on voit justement que les pays occidentaux les dominent et décident de tout en violation même des chartes et des règlements de ces mêmes institutions. Donc, on a déjà vu avec l'ONU est claire, et l'ONU a adopté par exemple des résolutions très claires, très fermes, lorsqu'il s'est agi d'autres États qui violaient justement les termes de l'ONU. On se souvient que c'est l'ONU qui avait donné le feu vert à l'intervention contre l'Irak en 1990, quand l'Irak avait envahi l'État souverain du Koweït. Et donc, c'est l'ONU qui avait donné le feu vert pour l'intervention. On a vu également que l'ONU a approuvé toutes les décisions internationales prises à l'encontre de la Russie. Et donc là, encore une fois, on a vu la différence entre les décisions prises à l'encontre de la Russie et l'absence de décisions prises contre l'État israélien qui pourtant viole de très, très nombreuses lois internationales. Et donc, au final, à quoi sert déjà l'ONU? Puisqu'on voit, alors on se réjouit tous de savoir qu'il y a des délégations, notamment les délégations algériennes, qui rappellent à l'ordre les Israéliens et les Occidentaux par rapport aux crimes qui sont commis par les Israéliens, qui montrent des photos, etc. Tout ça, c'est très, très bien. Mais au final, à quoi ça sert? J'ai l'impression que c'est quand on participe aux sessions de l'ONU, c'est un peu comme lorsqu'on rentre dans une voiture, sachant pertinemment qu'il n'y a pas de moteur, mais on rentre quand même, on met la clé dans le contact, on tourne la clé en se disant ça va démarrer, sachant qu'il n'y a pas de moteur. Donc là, on participe à des forums, à des discussions, à des débats, sachant pertinemment qu'ils ne vont aboutir nulle part. Et c'est clair, puisque de toute façon, les puissances occidentales ont un droit de veto, ce qui veut dire que leur voix a plus d'importance, une seule voix des pays membres du Conseil de sécurité a plus de valeur que les 190 autres membres. Et donc, on se dit, finalement, c'est le principe même de la dictature.
quel est l'intérêt de participer? Quel est l'intérêt de mettre de l'argent? Parce que non seulement on y va pour rien, mais en plus on paie une cotisation. Certes, la quote-part américaine est la plus importante et c'est assez proportionnel par rapport à la taille des pays, mais tout de même, quel est l'intérêt puisque de toute façon, et on l'a vu depuis 40, 50 ans, je crois depuis même le départ de Kurt Wildheim, qui était le secrétaire général autrichien, nous avons vu que toutes les décisions étaient alignées aux intérêts des pays occidentaux au détriment des pays du Sud global. Et donc, véritablement, la question doit se poser, et est-ce qu'il n'y aurait pas davantage d'impact si on orchestrait des démissions de masse de ces institutions pour justement démontrer que ça ne sert plus à rien et qu'au contraire, il y a une espèce de cohésion des pays du Sud par rapport à ce diktat occidental. Mais bien évidemment, il n'y a pas que l'ONU. Il y a aussi, quand on voit la FIFA, par exemple, la Fédération internationale de football, qui a immédiatement sanctionné la Russie lorsque celle-ci a envahi, a déclenché la guerre donc, contre l'Ukraine, mais qui peine encore à punir l'État israélien malgré les violations de la loi internationale, les crimes de guerre commis, notamment à l'encontre des joueurs de football et des membres de la Fédération palestinienne de football et aussi contre justement les terrains, etc., toutes ces institutions et ces infrastructures qui servent le sport du football. Donc encore une fois, on voit encore une institution internationale, mais qui au final n'a d'international que le nom, mais qui est dominée par cette suprématie occidentale et qui ne s'impose et qui n'impose que le diktat occidental. Mais pas que. On a aussi les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui, encore une fois, adoptent des positions quand, par exemple, la Russie est en violation de la loi internationale, mais qui reste complètement complice, je dirais, même pas spectatrice ou même pas muette, mais à la limite complice, puisqu'elle exige et elle défend les intérêts de l'État d'Israël et sa participation à ces Jeux. Donc, je me dis qu'au final, ces dernières années, on a observé un chamboulement complet de l'espace géopolitique dans son ensemble, évidemment déclenché, d'abord déclenché, je dirais, par la crise russo-ukrainienne, mais exacerbé par le 7 octobre et le génocide en Palestine. Et il devrait véritablement pousser à une interrogation et un repositionnement. Quel est véritablement l'intérêt de continuer à participer à ces institutions qui, au final, ne font que cautionner notre faiblesse en tant que pays du Sud, en tant que pays non occidental, en tant que pays qui, au final, n'avons plus de droits on ne réussit plus à s'imposer sur la scène internationale puisqu'on se soumet volontairement à ce diktat occidental. Donc voilà, je pense sincèrement que de par cette décision qui n'est qu'une énième violation de la loi internationale, la question devrait sérieusement être posée. Il devrait véritablement avoir des débats, et bien évidemment pas uniquement à notre niveau, mais de grands débats pour pousser les dirigeants, nos dirigeants, à se repositionner par rapport à ces institutions-là qui, comme je l'ai dit, non seulement ne servent plus nos intérêts, mais ne font que confirmer notre faiblesse. Oui, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, quiconque s'intéresse au droit international et à son application, hein, surtout, parce que le droit international, c'est tout joli dans le texte, mais à son application, on sait bien, comprend bien rapidement qu'en réalité, le droit international tel qu'il existe aujourd'hui, il a été essentiellement mis en place par les Occidentaux pour C'est les vrai. autres, pour les autres, hein, pour que ça soit appliqué Voilà, aux autres, exactement, pas exactement. lui-même. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en réalité. Oui, ça se manifeste par le droit de veto de certaines puissances, certains États au détriment des autres, à la tête desquels les États-Unis, évidemment. Et c'est ça qui a permis, par exemple, à Israël de s'en sortir depuis sa création et de ne pas subir de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Hein. Enfin, voilà, il y avait aussi
Il y a aussi, alors malgré les condamnations multiples d'Israël par l'Assemblée générale de l'ONU, donc l'Assemblée générale, ça représente tous les États, on pourrait dire, alors que le Conseil de sécurité, ben, il y a 5 membres du Conseil de sécurité qui sont des membres permanents, donc eux, il n'y a pas de rotation, hein, ils ne font pas l'objet de rotation, alors que les autres sièges du Conseil de sécurité font l'objet de rotation. Donc tous les pays du monde, ben, c'est peut-être une fois tous les 5 ans, peut-être, qu'ils siègent à l'ONU, ou je sais pas, peut-être tous les 7 Plus. ans ou tous les 10 ans, j'en sais rien. Alors que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie siègent de manière permanente et ont un droit de veto, donc les questions qui ne leur plaisent pas. Par exemple, aussi, le Sahara occidental subit pleinement le droit de veto de la France, qui a toujours fait en sorte que le Sahara occidental ne soit pas défendu au niveau de l'ONU concrètement, parce qu'en fait, c'est le Conseil de sécurité, c'est pas l'Assemblée générale qui peut mobiliser des forces, par exemple, des forces militaires, hein, de paix entre guillemets, hein, mais voilà, il faut de la force, de la vraie force militaire, ou alors pour émettre des sanctions contre des pays comme le Maroc, hein, les élites marocaines qui ont malheureusement décidé de reprendre le Sahara occidental aux Espagnols, avec l'accord des Espagnols en fait, hein, il y a eu un deal entre les deux. Donc voilà, sans le veto de la France, le Sahara occidental serait peut-être libre aujourd'hui. Idem pour la Palestine et Israël n'existerait peut-être plus. Hein, s'il n'y avait pas le droit de veto des États-Unis, puis de la France et du Royaume-Uni, parce qu'ils ont dû aider Israël plus d'une fois, eux aussi. Donc oui, c'est un énorme problème. Et puis, Et en fait, compte, c'est ce que je me dis, c'est-à-dire que il y a deux, aujourd'hui, face à ce qu'on voit, il y a deux options. Un retrait massif, qui est à la limite même mon choix, ma préférence, ou alors une exigence d'une reconfiguration du système. C'est-à-dire, par exemple, qu'il n'y ait plus de Conseil de sécurité, ou alors que les membres du Conseil de sécurité ne soient pas des membres permanents, que eux aussi, leur position soit en rotation. Et donc, qu'on permette à d'autres pays de faire partie de ce Conseil de sécurité en s'assurant qu'il y ait toujours des membres de chaque continent, par exemple, au sein de ce Conseil de sécurité. Et voilà la rotation, mais qu'il n'y ait pas une place quasi exclusive aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la France, à la Chine, à la Russie également d'ailleurs. Mais parce que voilà, soit c'est une institution qui est représentative de tous les États membres, soit elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, sa manière de fonctionnement est véritablement en violation du simple principe de justice, à savoir donner une voix égale à tous les membres et appliquer la loi de manière équitable. C'est-à-dire, c'est en fait, ça viole le principe même de la justice tel qu'on la conçoit, c'est-à-dire même sans rentrer dans les détails de la loi internationale et des règlements, etc., tel qu'on conçoit la loi, à savoir que toutes les lois doivent s'appliquer de manière équitable à tout le monde, et ben, ça n'est pas le cas aujourd'hui à l'ONU, et donc on doit véritablement pousser pour un changement. Et je pense que au vu de l'ampleur de la crise dans laquelle est plongé le monde entier aujourd'hui, non seulement par la crise russe, mais surtout par ce qui se passe en Palestine, par rapport à ce flagrant deux poids, deux mesures, c'est véritablement l'opportunité pour tout le monde de dire, là, ça peut plus durer, là, il faut qu'on passe à autre chose, là, on ne peut plus continuer à payer, à participer, à être des acteurs actifs d'un système qui, en fait, ne nous sert plus du tout. Et j'aimerais véritablement qu'on me dise, en fait, à quel moment, ou ces 15-20 dernières années, l'ONU a véritablement servi les intérêts d'un pays du Sud global. Parce que même lorsque on a envoyé des casques bleus, etc., en fait, c'était toujours en arrière-plan, c'était toujours pour ménager ou pour sauver les intérêts économiques, financiers, etc., d'une puissance occidentale, de toute façon en arrière-plan. Donc, on met, en fait, voilà, on paye de l'argent, on met parfois nos propres enfants qui font partie donc de ces casques bleus, etc. Donc, tout ceci est au service de ceux qui nous lèsent. Et donc, véritablement, le débat doit être lancé et on profite justement, en fait, à quelque chose malheur et bon au final, parce que par rapport à cette crise-là, d'ailleurs, c'est dans les moments de crise
qu'il y a que doit se faire une véritable réflexion et je pense qu'on est arrivé à un point où il est nécessaire de revoir la participation de tous les pays du Sud global à ces institutions-là. Oui, oui. En fait, les pays du Sud global, ils sont dans une relation abusive avec Oui, l'Occident. Et bah oui, non, c'est ça. Et donc, voilà, l'Occident, en gros, il fait ce qu'il veut. Et comme le Sud global, dans sa grande majorité, il est vraiment dans cette relation abusive, donc il se laisse faire. Et puis même, comme tu dis, il cautionne en participant, hein, il cautionne ce système-là abusif, alors qu'il devrait se retirer. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, il faudrait faudrait se retirer de ce système et le recréer de zéro. Et je dirais le monde entier devrait créer un nouveau système sans l'Occident. Moi, je dirais sans l'Occident, parce que l'Occident est beaucoup trop toxique, il faut les laisser à l'écart. Et quoi d'autre? Alors, je voulais aussi parler. Oui, donc je voulais aussi rappeler que tout à l'heure, je disais que l'Assemblée générale de l'ONU avait condamné Israël à plusieurs reprises. Je crois que c'est des dizaines de fois, hein. Je crois que c'est 70 je fois crois ou plus de hein, 87 facilement. fois, oui. Ah oui, voilà, donc au-dessus de 70. Oui, voilà, donc voilà, c'est ça l'expression, on va dire, de la vie de la communauté internationale. Il faut voir ce qui se passe dans l'Assemblée générale, ça reflète un peu plus les choses que le Conseil de sécurité, qui est vraiment aux mains essentiellement de l'Occident. Voilà, et puis, euh, oui, donc tu parlais comment dire, de répartition équitable des choses. En fait, l'Occident pour lui-même, c'est pas seulement l'équité qu'il met en place, mais il donne plus de pouvoir aux plus petits. Par exemple, aux États-Unis, pour les élections présidentielles, on sait tous que les États qui sont faiblement peuplés, ils ont, ils sont en quelque sorte un peu surreprésentés par rapport à leur population, n'est-ce pas, hein, dans l'élection présidentielle. Hein, en fait aux États-Unis, ils élisent des super délégués au niveau de chaque État, et c'est les super délégués en fait qui votent pour le président. Et en fait, les États à faible population, faible nombre d'habitants, et ben en fait, ils sont surreprésentés, légèrement surreprésentés au niveau des délégués. Donc voilà comment l'Occident fait les choses pour lui-même. Idem pour l'Union européenne. Dans l'Union européenne, petits pays, ils sont surreprésentés au niveau du Parlement européen. Hein, ils sont surreprésentés par rapport à leur taille, par rapport à leur population. Donc voilà la règle qu'il applique, que l'Occident applique pour lui-même. Hein, donc il va plus loin que l'équité stricte, hein, d'accord? Alors qu'au niveau du droit international, il garde tout pour lui. Hein, donc là, encore une fois, un exemple d'hypocrisie flagrante et criminelle de l'Occident, parce que ça a des conséquences directes pour les Palestiniens, pour les Sahraouis, pour les Rwandais aussi à l'époque, parce que les casques bleus de l'ONU, c'est mignon, mais on sait tous qu'ils n'ont rien fait. Hein. Au Rwanda, ils ont vu les gens se faire massacrer, c'est tout. Hein. Et à Il y a plein de Srebrenica, je documentaires sur rappelle ce sujet. ils ont été carrément complices. Il y a eu même des condamnations de la Hollande et du général Morillon français par rapport à son rôle. C'est-à-dire que non seulement ils ont confisqué aux Bosniaques les armes, mais en plus, ils sont restés spectateurs quand les Serbes sont venus pour commettre le génocide. Donc, en fait, voilà, c'est marrant parce que là, tu m'as rappelé justement ces cas-là. C'est qu'en fait, non seulement ils n'ont pas servi les intérêts de certains pays, des pays faibles, mais dans certains cas, ils ont contribué à leur malheur. Et donc, encore raison de plus de reconfigurer au moins dans un premier temps le fonctionnement de ces institutions. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi, et là, c'est tout un travail mental, c'est de ce dont ton sujet de prédilection, à savoir la colonisabilité. Euh, c'est tout un travail mental en fait, parce que c'est vrai que même dans les événements sportifs, on se sent valorisé que quand c'est un événement où il y a une présence occidentale, que ce soit dans tous les événements, on recherche une certaine approbation occidentale avant tout. Et là, c'est un problème, parce que je pense que même, par exemple, les Jeux Olympiques, maintenant, quand on voit le deux poids, deux mesures, la réaction serait de dire, bah, vous savez quoi? Eh ben, on a des championnats d'Afrique, on peut faire des championnats du Sud global, on peut faire des championnats Afrique-Asie, etc. Et ce serait tout aussi valorisant d'avoir une médaille de ces
compétition-là plutôt que de rechercher le Graal sacré, à savoir les Jeux olympiques, sachant que dans toutes ces institutions dominées par les Occidentaux, il y a toujours un intérêt et économique et géopolitique qui sert les Occidentaux avant tout. Donc voilà. Comme je l'ai dit, donc voilà, mon sujet aujourd'hui, c'est que au vu de cette énième goutte qui, je pense, devrait faire déborder le vase, à savoir la suspension des visas pour la délégation palestinienne, euh, c'est de dire, là quand même, il faut se rendre compte que ça ne sert plus à rien de participer à ces institutions telles qu'elles existent. Alors, un retrait complet, c'est l'idéal, mais en tout cas, au moins exiger une reconfiguration pour au moins s'assurer que la représentation est plus juste par rapport aux intérêts des pays du Sud global. Voilà. Oui, oui, bon, moi j'y crois pas, hein, la rédemption des criminels, enfin, qui sont criminels par essence. Donc non, à mon avis, il faut couper. Il faut couper la relation, il faut arrêter la relation immédiatement. Euh, voilà, c'est le seul moyen. C'est comme si on disait, voilà, quelqu'un qui tape une femme depuis 20 ans, il tape sa femme depuis 20 ans, sa compagne, et puis on va lui dire, non, non, écoute, donne-lui encore une Juste chance. quelques gifs dorénavant. Voilà. Hein? Oui, Non, oui. non, ce serait juste. Maintenant, ce serait juste bien que tu fasses que tu tapes juste un peu, quelques petites gifs, c'est tout, sans Oui, plus. voilà, on va essayer de reconfigurer la relation, comme ça il va la taper moins. Mais bon, c'est ridicule. Le type, ça fait 20 ans qu'il lui casse la figure, il va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc moi, je vois un parallèle, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment se retirer. Et c'est ce qui finira par arriver, évidemment. De toute façon, l'Occident, ben, ça, j'en parle un petit peu, c'est un peu lié à mon sujet qui vient après. C'est un peu lié. Et l'Occident, il est en train d'accélérer ce genre, l'avènement de ce Un genre. effondrement. Voilà, absolument. Mm. Tout à fait. Bon, très bien. Merci Hafsa. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, non, c'est ça. C'est en fait, j'espère que de cette modeste plateforme, une réflexion pourra débuter et qu'on réfléchisse sérieusement à se retirer de ces institutions qui, comme je l'ai dit, non seulement ne nous servent plus nos intérêts, mais en fait, elles confortent notre faiblesse. Et donc, c'est vraiment, c'est plus du win-lose, c'est lose-lose complètement. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, enfin, oui. Ben, encore une fois, à mon avis, Israël n'aurait pas pu voir le jour. Encore une fois, ben, en fait, la création de l'État d'Israël, c'était validé en Conseil de sécurité, je De crois, en l'ONU, 48. Hein. absolument. Voilà, donc voilà. Hein. Et les Palestiniens ont continué à se faire massacrer grâce au Conseil de sécurité, là aussi, grâce au veto des Occidentaux, les Sahraouis aussi. Et donc voilà, hein, c'est criminel au sens propre du terme. Euh, et oui, donc clairement, c'est pas juste que ça nous sert pas, c'est que ça nous dessert au plus haut point, hein, nous, habitants du Sud global et originaires du Sud global. Bon, très bien, merci Hafsa. Donc, de mon côté, oui, c'est un peu lié, hein, parce que moi, c'est un peu le côté optimiste, hein, parce que moi, je dis que l'Occident est en train de s'effondrer, que lui-même, il est en train de mettre en place, ben, notamment ben, l'effondrement de l'ONU, qu'il contrôle pour l'essentiel. Donc, en fait, moi je voulais parler de l'Occident qui est dans la phase finale, terminale, même j'ai envie de dire, phase terminale du capitalisme, celle où le profit à court terme est l'unique finalité. Hein, donc, l'Occident, bon, c'est vrai, il y a plusieurs siècles, le capitalisme impérialiste, on pourrait dire, est né en 1492 avec l'invasion de Abya Yala, hein, donc ce qu'on appelle l'Amérique. Et en fait, à l'époque, au moins, on pourrait dire le capitalisme consistait à investir dans des choses qui allaient ensuite rapporter. Hein. C'était ça qui allait rapporter aussi à long terme, hein, des choses durables. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Hein. Aujourd'hui, notamment avec l'arrivée donc du néolibéralisme, hein, voilà, qui fait partie de cette phase terminale là, du capitalisme, en fait, euh, le profit, aujourd'hui, euh, il doit se faire à court terme, il doit être maximal et il se fait au détriment de tout le reste, y compris les investissements indispensables pour la soutenabilité, hein, et notamment dans l'investissement dans des nouveaux moyens de production et dans la recherche. Hein.
Ne parlons même pas de main-d'œuvre formée et compétente, ça aussi ça coûte. Et donc, l'autodestruction devient naturellement un effet de bord, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est une conséquence non intentionnelle, hein, de cet état de fait, hein, parce que l'Occident est en train de se saboter, il est en train de couper la branche sur laquelle il est assis. Mais voilà, autodestruction, il y a, hein, c'est en train d'arriver. Je donnerai des exemples, évidemment. Voilà, donc tout le monde connaît le néolibéralisme, hein, c'est couper, couper les coûts, hein, tous les coûts, hein, pour maximiser les marges et donc derrière maximiser les dividendes des actionnaires, hein. Il faut bien comprendre que c'est ça l'obsession unique du néolibéralisme et des néolibéraux comme Macron, à l'époque Margaret Thatcher, hein, et puis voilà, quasiment tous les politiques occidentaux, hein, ils ont été biberonnés au libéralisme depuis tout jeune. Voilà, donc couper les coûts, tous les coûts, y compris les dépenses vitales, hein, les vitales au sens, voilà, au sens propre du terme. Tout ça pour afficher un bénéfice maximal lors du prochain bilan trimestriel. Voilà un petit peu l'obsession des nouvelles élites occidentales, que ce soit les élites politiques, mais aussi ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, hein. Je ne sais pas si le terme devrait s'appliquer toujours aujourd'hui, et je donnerai des exemples là aussi. Voilà, donc c'est vraiment un phénomène, un état de fait. Euh, voilà, donc tout ça, ça marche à court terme, hein. À court terme, quand on commence à mettre ce genre de politique, ça marche parce que c'est vrai que quand on coupe dans les dépenses, y compris essentielles, quand on supprime la recherche, quand on vire de la main-d'œuvre compétente, etc., c'est vrai que pendant les prochains trimestres, voire même quelques années, comment dire, les bénéfices, les profits vont augmenter. Et donc, les dividendes des actionnaires aussi. Donc là, les actionnaires vont être super contents. Ils vont se dire, ah, ce mec-là qui nous a gonflé nos dividendes, il est super, on va le garder, ce PDG-là. Mais voilà, en fait ils sont tellement stupides, hein, dans la grande majorité, qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il est en train de tuer leur poule aux œufs d'or, hein, toutes ces entreprises qui étaient pour certaines en monopole de fait, hein. Bon. Et donc voilà, donc le long terme, aujourd'hui, on y est, hein, donc il faut passer à la caisse, hein, l'Occident doit passer à la caisse, et c'est très bien. Et d'ailleurs, je mentionne en parenthèse, et tu vas confirmer peut-être, Hafsa, il est question ces derniers jours que le Royaume-Uni et la France pourraient bientôt être secourus par le FMI. Je ne sais pas, est-ce que tu as entendu parler de ça, Hafsa? Ah bah non, non, pas du tout. C'est des bruits qui courent. C'est des bruits qui courent. C'est les politiques. Alors, il y a le ministre des Finances français qui l'a mentionné il y a quelques jours. Et je sais qu'au Mhm. Royaume-Uni, il y a des rumeurs aussi là-dessus. Donc, ils sont en train de préparer la population, à mon avis. Ils sont en train de préparer la population. Et voilà. Donc c'est pas rien quand même. Alors, il y a 10 ans, en tout cas avant Macron, en France, avant Macron, personne n'aurait pu imaginer la France se faire secourir par le FMI. Ça faisait l'objet de peut-être de sketchs ou de choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, ça devient une réalité, hein. Bon. Et c'est vrai que la situation de la France est catastrophique, mais ça, c'est le résultat de cette politique. Alors, je donne des exemples qui me semblent assez flagrants de cette nouvelle pratique du capitalisme, hein, la phase terminale, parce que ça y est, il ne peut pas y avoir d'autres phases derrière, hein. Éventuellement un effondrement fasciste, mais voilà, hein, le capitalisme, il est voilà, dans sa phase terminale. Donc un cas que je connais assez bien, que j'avais étudié dès 2015, aussi bien aussi au niveau professionnel, c'est le cas de l'avion, le Boeing 787 Dreamliner, hein, donc un avion, Boeing avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, comme ça, comme si c'était un avion très innovant et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, toutes les innovations qu'ils promettaient, c'était du marketing, parce qu'en fait, ils avaient viré toutes les ressources d'ingénierie qui étaient capables de mettre en place tout ce qu'ils promettaient, hein. Et entre parenthèses, c'est le même avion qui s'est crashé c'est le même avion que celui d'Air India qui s'est crashé il y a quelques semaines, hein. Bon, mais on ne sait pas encore la cause exacte du crash, mais à mon avis, c'est lié à un défaut de Boeing, hein. Mais ils vont certainement dire que c'est le pilote indien. En plus Non, indien. non, Donc, c'est, non, c'est- non, parce que bon, pour l'instant, comment ça s'appelle, NTSB, donc c'est l'organisme états-unien qui enquête, et puis il y a aussi le bureau indien qui va enquêter, hein, donc c'est pas que le NTSB. mais de toute façon, dans les informations préliminaires, Voilà, ils ont même annoncé voilà, qu'il y avait un problème c'est avec ça.
qui Ouais, venait pour perdre sa l'instant, mère. Voilà, je pense que si ma mémoire est bonne, il a perdu sa mère et il était très déprimé. ouais, c'est ridicule, hein. Ça s'explique pas comment un avion s'est crashé, évidemment. Mais tu as raison. Ils sont en train de pousser, ils sont en train de pousser une version. Et C'est puis quand le vrai. rapport va sortir, personne ne va en parler. Comme ça, les gens vont regarder cette version mensongère en tête. Donc moi, Exact. j'attends le rapport. Ça met plusieurs mois, hein. C'est un peu normal. C'est des enquêtes sérieuses généralement, hein. Donc voilà, donc cet avion-là qui était sorti vers, je crois que c'était en 2008, je crois, dans ces eaux-là. Non, c'était, non, il était sorti en 2011, hein, de mémoire. Il était sorti en 2011, cet avion. Et en fait, comme c'était brillamment analysé dans un documentaire d'Al Jazeera, je vais mettre le lien, le management de l'époque de Boeing, hein, donc dans les années 2010, et ben en fait, c'était après l'époque de Bush. En fait, George W. Bush, hein, en arrivant en 2001, il a changé le management de Boeing. Alors jusque-là, Boeing, c'était une entreprise très sérieuse, une entreprise d'ingénierie. C'est-à-dire quand ils faisaient des avions, ils les faisaient, c'est des avions top, ils sortaient à l'heure, les avions, alors que là, le Dreamliner, il sortait avec plusieurs mois, je crois, c'est quelques années même de retard. Hein, donc, depuis qu'il a amené ces bonhommes, ses copains, W. Bush, il les a installés à la tête de Boeing. Depuis, voilà, ça a amorcé. Et voilà, ces copains-là, c'est des néolibéraux, hein. Donc, voilà, c'est des gens obsédés par le profit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré les ingénieurs, hein. Ils ont fait des économies sur tout ce qui est sécurité. Et puis, en plus, ils ont persécuté les lanceurs d'alerte, donc des insiders de Boeing, qui lançaient l'alerte publiquement en disant, voilà, c'est très grave ce qui se passe chez Boeing et tout, il y aura des avions qui vont tomber et tout. Et puis, certains lanceurs d'alerte en sont arrivés jusqu'à l'extrême. Enfin, je ne vais pas dire le S-word, hein, ça commence par S, parce que sinon la vidéo sera censurée, mais tout le monde comprend jusqu'où certains de ces lanceurs d'alerte ont été poussés par Boeing. Bon. Mais de toute façon, on a aussi vu, c'est pas dans le cas de Boeing, bien sûr, mais le cas le plus réputé, le plus connu, ça a été celui de Julian Assange, qui a été un lanceur d'alerte. Et justement, la punition a été extrêmement sévère. C'était justement un avertissement à tous ceux qui voudraient se lancer dans le domaine de lancer, voilà, du Oui, de whistleblower, comme on publier. dit. Donc, c'est ça. Oui, En fait, la oui. punition a été très, très sévère pour ça. Et ces petits-là, c'est moins connu justement, eux, on les pousse vers tous les excès, comme tu le dis, Hmm. c'est le mot, précisément pour s'assurer que d'autres ne s'aventureront pas dans cette même voie. Oui. Mais c'est vrai ce que tu dis là, et ça me rappelle en fait, dans les années 90, alors ce qui est très paradoxal, parce que Margaret Thatcher, qui était une libérale assez acharnée, mais c'est son digne héritier, le travailliste Tony Blair, qui a pris des décisions extraordinaires, notamment la privatisation des chemins de fer. Et ce qui s'est produit, c'est quasiment en 2 ans. Donc, comme ça appartenait à l'État, donc les employés qui travaillaient pour ces entreprises-là, elles étaient chargées de la maintenance, etc. Et non seulement les passagers avaient des billets bon marché, un service qui roulait bien, mais en plus sécurisé. Et là, quand on est passé à la privatisation et que le but était simplement de rendre les dividendes aux shareholders, du jour au lendemain, la maintenance a été réduite par 70%, tous les frais ont été réduits et dans les 5 premières années qui ont suivi la privatisation, il y a eu des accidents extrêmement graves. Il y a eu Potters Bar, il y a eu plusieurs, il y a eu avec des dizaines de morts, c'est-à-dire on parle de vraiment d'accidents graves. Donc on voit que cette chasse au profit, elle n'est pas juste immorale en termes d'obsession par le profit, elle se traduit véritablement par des pertes de vie humaine et par des pertes de vie humaine dans ces pays-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a tendance à voir ces pays occidentaux comme n'ayant aucun intérêt pour la vie des personnes du Sud, des Noirs, des Bruns, etc. Mais au final, par rapport à leur profit, même leur propre population est souvent sacrifiée. Ça a été le cas d'abord avec les trains, et maintenant, on a commencé à avoir de très, très nombreux accidents avec Boeing, comme tu le dis. Voilà. Donc, alors oui, pour ajouter au cas Assange, il y avait aussi Bradley Manning, hein, qui est devenu Chelsea Manning. Chelsea. Hein. En réalité, c'était Bradley Manning, Chelsea Manning maintenant, qui était le lanceur d'alerte. Et Julian Assange, c'était le journaliste qui a publié, en fait. Hein, parce que Mhm. Wikileaks, c'est un organisme de publication. Mais ils ont tous les deux été punis parce qu'ils ont osé, l'un, sortir les documents, les envoyer à Wikileaks.
et Wikileaks pour les avoir publiés, hein. Donc, ils ont puni toute la chaîne pour donner l'exemple, évidemment, hein. Bon. Et voilà, donc c'est exactement ça. Donc l'exemple, je me souviens très bien des accidents de train au Royaume-Uni il y a longtemps déjà, suite à la privatisation. Et c'est vrai que c'était peu de temps après, hein. Donc c'était évident que. Oui, ça a été très rapide, c'est ça en fait. C'est on a vu que finalement les nouveaux patrons ont complètement abandonné la maintenance et la sécurité, tout simplement pour le profit, mais rapidement. Mhm. Ah oui, les dividendes. Et puis eux, les patrons, bien sûr, ils sont payés. Plus il y a de profit et plus leur paye elle est gigantesque. Je vais donner des exemples juste après, justement. Et voilà, donc, alors le management de Boeing, jusqu'à aujourd'hui, ils ont la même approche, hein, c'est des néolibéraux. Et en fait, d'ailleurs, en 2015, quand je m'intéressais à ce sujet-là professionnellement, puis j'en parlais à certains de mes clients dans le cadre voilà, du management des risques et tout, et je leur disais à l'époque, vous allez voir, il y a des Boeing qui vont tomber du ciel dans les prochaines années. C'est exactement ce qui s'est passé. On connaît tous le Max, là, le modèle Max, j'ai oublié, c'est le 700, je sais plus si c'est 777 Max ou quoi. En tout cas, c'est un modèle de Boeing qui a connu plein de problèmes et qui s'est cassé la figure. Il y avait Air Ethiopia, et puis je ne sais plus que Égyptaire peut-être ou d'autres. Et en fait, c'était parce que Boeing avait menti, il avait mis en place un système dans l'avion qui remplaçait les pilotes à certains moments. Il n'avait rien dit, Boeing, ce qui est très grave parce que c'est une violation des règles dans l'aéronautique, parce qu'il faut être absolument transparent pour savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas, hein. Donc voilà, c'était ça la mentalité c'est toujours la mentalité du management de Boeing. Voilà, donc Boeing, c'est un excellent exemple de cet effondrement de l'Occident. Alors qu'encore une fois, Boeing, c'était un joyau états-unien d'ingénierie, vraiment, hein, d'accord. Voilà, mais aujourd'hui, c'est fini. Personne ne veut de Boeing. Je vais donner des exemples d'ailleurs juste après. Voilà, donc pendant ce temps-là, la Chine a développé son propre avion commercial. C'est le C919, hein, c'est ça le modèle C919, pour concurrencer Boeing et Airbus. Et en plus, en fait, les Chinois, ils ont développé l'avion, mais ils n'avaient pas développé les turboréacteurs, c'est-à-dire les moteurs, hein. Et ben, l'Occident, pour les empêcher de vendre leur avion, il les a sanctionnés. Il a refusé de leur vendre les turboréacteurs qui étaient des turboréacteurs faits en Occident, hein. C'est des Rolls-Royce, et puis, comment ça s'appelle, General Electric, et puis il y a aussi la marque française, j'ai oublié. Et donc, voilà, ils ont sanctionné les Chinois, soi-disant, pour les bloquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils ont développé leur propre turboréacteur, hein. Donc, aujourd'hui, l'avion, voilà, l'avion, il est prêt. Il a ses propres turboréacteurs. Et aujourd'hui, ils sont terrifiés. L'Occident est terrifié. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques jours, hein, les États-Unis, il y a quelques jours? Ils ont menacé Ryanair, qui n'est même pas une entreprise états-unienne, c'est une entreprise européenne. Et elle n'opère même pas des vols aux États-Unis. D'accord? Eh bien, ils ont menacé Ryanair de sanctions s'ils achètent des avions chinois, parce que Ryanair avait dit qu'ils allaient peut-être acheter ces avions-là chinois. Donc, ils les ont menacés, les États-Unis ont menacé Ryanair. Alors, la réponse du PDG de Ryanair, elle est pas mal. Lui, il a répondu, on envisage d'annuler notre commande d'avions Boeing. Voilà ce qu'il a répondu. Alors, peut-être le fait qu'il soit Irish, hein, peut-être que le fait qu'il soit irlandais a à voir avec cette réponse, parce que je ne suis pas sûr qu'un Français aurait pas répondu comme ça, ou un Ni Anglais. un anglais d'ailleurs, oui, c'est Voilà, vrai. surtout les Anglais. Voilà. Donc voilà, ça c'était assez épique. Donc voilà, ça c'est un exemple dans le domaine de l'aéronautique. Donc pour moi, voilà, il faut bien se mettre en tête que la domination occidentale dans le domaine de l'aéronautique, c'est terminé, hein. Alors côté militaire, un exemple flagrant de la fin de la domination, de la fin progressive, hein, c'est en train de se passer, ça mettra quelques années, mais on est bien dedans déjà, hein. C'est la course aux avions de combat de sixième génération, hein. Donc jusque-là, il y avait 5 générations d'avions de combat, chaque génération qui apporte comment dire, des capacités supplémentaires. Et là, on est à la sixième génération, et les premiers à avoir développé un avion de sixième génération, il n'est pas encore en opération, mais il est en test. C'est les Chinois, hein, c'est les Chinois. Voilà, ils sont en train de tester le leur depuis quelques mois. Il y a même des vidéos sur YouTube pour ceux qui veulent voir voilà, les tests, hein, qu'ils sont en train d'effectuer. Alors que l'avion de sixième génération états-unien, hein, devine Hafsa, qui est en train de développer, quelle entreprise est en train de développer l'avion de sixième génération de combat des États-Unis? Ça commence par B. Par B. Boeing!
Oui, ceux qui n'arrivent pas à faire des avions commerciaux qui volent, ils sont en train de s'occuper de l'avion de combat de sixième génération des États-Unis. C'est C'est génial. incroyable. Moi, je me dis, waouh, on vit une époque extraordinaire. Et donc, évidemment, comme il n'y a plus d'ingénieurs chez Boeing, évidemment, ils ne vont pas y arriver, hein. De toute façon, pour résumer, pour les gens qui ne suivent pas trop ces histoires-là enfin, le Military Industrial Complex, ils disent aux États-Unis, hein, le complexe militaro-industriel, comment ça fonctionne? En fait, ce complexe militaro-industriel est composé juste peut-être d'une dizaine ou même pas d'entreprises qui ont fusionné d'ailleurs au fil des années, des décennies, hein. C'est par exemple Raytheon, c'est Lockheed Martin, etc., hein. Donc, c'est ce genre d'entreprise. Eh bien, ces entreprises-là, qui sont d'ailleurs au niveau boursier parmi les plus profitables, leurs actions sont parmi les plus profitables. Mhm. Si ce n'est les plus profitables, je crois que c'est les plus profitables. Et ben, ces entreprises-là, elles aussi, évidemment, ce qu'elles recherchent, c'est seulement le profit. Donc, qu'est-ce qu'elles sont devenues au fil des années? C'est devenu des parasites sur le dos de l'État états-unien. Et chaque année, ils demandent de plus en plus de budget voilà, pour développer des avions, pour les produire et tout. C'est ça leur finalité. C'est plus de faire des avions, des équipements militaires, des porte-avions, des chars. Ça, c'est fini. Ça, Et d'ailleurs, une partie aussi de leur profit est dérivée, comme tu le dis, comme il n'y a plus d'ingénieurs ni aucune recherche maintenant, ils investissent plus. C'est dans en fait, le mercenariat en quelque sorte, puisqu'ils c'est ils ça. ont des entreprises de sécurité, sont qui subventionnent, et c'est elles qui profitent en fait de l'industrie de la guerre. Et c'est du Voilà. tout bénéf parce que ça coûte rien de recruter des barbouzes en quelque sorte. Hum, hum. Bon, ils sont bien payés, bien évidemment, mais ça quand même, ça coûte beaucoup moins cher que de développer Voilà. des appareils très Exactement. sophistiqués, etc. C'est un investissement, ouais. Et le seul truc dont ils ont besoin, c'est de s'assurer que les politiques qu'ils financent, auprès desquels ils font du lobbying, vont trouver une guerre quelque part et vont aller faire des guerres inutiles quelque part pour justifier donc la présence de ces entreprises de sécurité, qui sont les nouveaux c'est vraiment les véritables vaches. Maintenant, la poule aux œufs d'or de ce Military Industrial Complex. Oui, tout à fait. On se souviendra de Blackwater, mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont changé de nom suite à un énorme scandale. Mais c'était Ouais. Blackwater à l'époque. Je crois que c'était en Irak, hein. Ils avaient commis des crimes immondes. Bref, on en parlera une autre fois. Mais tout à fait, oui, absolument. Et donc là, oui, ils sont plus capables de ce qui est génial. Ce qui est génial. Et en tout cas, pour quiconque souhaite la fin de l'Empire états-unien, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Donc, je félicite les États-Unis d'avoir confié cet avion à Boeing. Moi, j'aurais Bravo. pas pu faire mieux si c'était moi qui devais décider pour se faire s'effondrer l'Empire états-unien. Donc, merci beaucoup. Oui, donc voilà. Donc, très bonne nouvelle. Et donc, moi, ce que je dis, et je suis très content qu'on enregistre, cet avion, il sortira avec beaucoup de retard, hein. Donc là, les Chinois sont en train de tester le leur. Il va sortir dans quelques mois. Il va être opérationnel dans quelques mois. Et ben, je vous parie tout ce que vous voulez, c'est que l'avion états-unien sortira avec beaucoup de retard, à mon avis, vers 2027, hein. Et en plus, ils le sortiront, et ça, c'est typique parce qu'ils ont déjà fait ça avec les avions commerciaux. Ils le sortiront non pas parce qu'il sera prêt, mais parce que ils commenceront à paraître vraiment ridicules par rapport aux Chinois qui auront déjà sorti leur avion. Donc, ils vont précipiter le truc, et donc il aura plein de problèmes. Ah, d'accord? En plus, le budget, il sera explosé. Il est déjà explosé son budget parce que, encore une fois, ces entreprises-là qui développent, ils sont sur le dos de l'État états-unien, ils prennent, d'accord? Hein. Ils trouvent toutes les excuses pour demander du budget supplémentaire Ouais, ouais. et les politiques, ils leur donnent. Et le Congrès aussi, hein, quand je dis les politiques, y compris le Congrès états-unien, c'est-à-dire le Parlement hein, états-unien. Voilà, donc moi je parie que cette sixième génération états-unienne sera bourrée de défauts comme jamais. Et d'ailleurs déjà le F-16, l'avion F-16, voilà, qui est un avion très connu, hein, beaucoup de pays dans le monde qui ont des F-16, eh ben, il avait des graves problèmes lui-même quand il était sorti. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà commencé à faire des économies à l'époque. En fait, au lieu de tester l'avion en grandeur réelle, ils l'ont testé sur des simulateurs dans des PC, en gros, hein, sur des PC. Hein, d'accord? Ce qui est complètement débile parce que une simulation sur un PC, c'est pas la réalité, c'est pas la même chose. Et Non. donc, l'avion, quand il est sorti dans la réalité, bah, il a été confronté avec des problèmes qu'il n'a jamais vus. Et donc, voilà, ça a causé plein de soucis. Et voilà, donc très bonne nouvelle là aussi, hein. Je me félicite à Mais, l'avance. mais je Mhm. pense aussi que en prévision de cela, il va falloir s'attendre à avoir des campagnes médiatiques où on va commencer à dénigrer le Made in China à tous les niveaux.
Pourquoi? Pour justement créer la perception de la crainte par rapport à... Parce que c'est pas comme acheter un téléphone ou un truc, ça c'est quelque chose qui implique une sécurité immense et donc ça compte énormément sur le facteur confiance et donc on va voir dans les prochains mois, voire les prochaines années, des reportages où on va commencer à dénigrer le Made in China, l'accuser d'être défectueux, n'importe quoi, etc., pour justement tenter d'encourager le retour en force de Boeing sur le marché. Oui, Voilà. oui, c'est sûr, les gens vont être bombardés. Mais je pense pas que ça va marcher parce que déjà aujourd'hui, hein, les gens se souviendront, il y a quelques semaines, lors du bref conflit entre l'Inde et le Pakistan qui avait des avions chinois, le modèle J-10-C, eh ben, les avions chinois, ils ont descendu les Rafales. J'en parle un petit peu après. Hein. Ils ont Mhm. descendu, je crois, 7 Rafales français. Donc, Rafale français, bon, soi-disant un des meilleurs avions. Eh ben, les avions chinois, ils ont. Et la raison, je vais la donner tout à l'heure, dans quelques instants. La raison, Mhm. elle va choquer tout le monde. Et je pense que ça souligne justement ce que je suis en train de dire dans ce sujet que je présente. Voilà, donc le F-16, il avait déjà plein de défauts. Hein. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour l'Iran, la Chine, la Russie, enfin le monde entier en réalité, hein, sauf l'Occident. Et d'ailleurs, même au niveau de l'Occident, les Européens, ils veulent plus des avions, même le F-35, qui est donc la version actuelle, la dernière des États-Unis, donc c'est la cinquième génération. Et ben, les Européens n'en veulent plus. J'en parle un petit peu après d'ailleurs. Hein, donc même les Européens, ils n'en veulent plus de ce qui est de ces produits états-uniens. Et d'ailleurs, je vais mettre une vidéo qui montre elle aussi, donc c'est l'origine du problème, l'origine de ce problème-là des F-16, hein, des avions américains F-16 voilà, qui avaient fait l'objet d'économies hein, néolibérales. Voilà. Et voilà, euh, la raison pour laquelle les avions chinois, il y a quelques semaines, avaient descendu, hein, avaient vaincu voilà, et comment dire, détruit 7 Rafales. Hein, de mémoire, c'était 7 Rafales indiens lors de cette escarmouche qu'il y a eu il y a quelques semaines entre l'Inde et le Pakistan. Je crois que c'était à cause d'histoire là, du Cachemire, La hein, Chine. Mhm. territoire voilà, qui est disputé entre les deux. Et ben, la raison pourquoi, c'était parce que la Chine avait publiquement dit que ces avions J-10, hein, cet avion-là de chasse de combat chinois, qu'il avait une portée de 145 km, c'est-à-dire qu'il pouvait frapper d'autres avions à une distance de 145 km. Et donc, c'est ce qu'ils ont cru les pilotes indiens qui étaient dans les Rafales. Donc, ils se disaient, tant qu'on est. Ils ont des radars, évidemment, donc ils savent à quelle distance ils sont des avions pakistanais, donc chinois en l'occurrence. Et en fait, il se disait, bon, tant qu'on reste au-delà de 145 km, on est safe. Hein, on sera pas attaqué. Mais en réalité, la portée des avions chinois, c'était 200 km. Ce n'était pas 145 km. C'est pour ça que les avions indiens ont été descendus. Ils ont été surpris par une frappe à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois, ce qu'ils disent, contrairement à l'Occident, ce qu'ils disent, c'est en deçà de leur réelle Exact. capacité. Leur Exact. capacité, elle est au-dessus. Hein, alors que les Occidentaux, voilà, le F-16, ils l'ont vendu comme si c'était un avion génial, mais il avait des gros défauts. Le F-35 aussi. Le F-35, il a eu des centaines de défauts. Hein, c'est le modèle aujourd'hui dominant, entre guillemets. Il a eu des centaines de défauts, hein, le F-35. Hein. Voilà. Et donc voilà, je pense que voilà, c'est assez emblématique hein, de ce que j'essaie de dire. Hein. La domination occidentale militaire, c'est vraiment terminé. Hein. Et puis autre chose qui se passe en ce moment, on le voit aussi dans la guerre en Ukraine, c'est que il y a des nouvelles technologies de combat qui apparaissent, notamment les drones. Hein, d'accord? Les drones. Et par exemple, les drones FPV, hein, donc c'est des drones classiques hein, qui coûtent quelques centaines d'euros ou de dollars, hein, d'euros ou de dollars. N'importe qui peut les acheter sur Amazon. Hein, ça coûte quelques centaines de dollars. Et ben, les Russes et les Iraniens qui ont développé cette technologie-là, des drones, surtout les Iraniens, des drones vraiment pas chers. Et ben, ces drones qui coûtent 3 fois rien, ils servent à détruire du matériel occidental qui coûte plusieurs millions de dollars des chars, par exemple. Hein. Il y a plein de vidéos sur Internet de drones russes
qui détruisent des chars occidentaux, donc qui ont été Ben donnés par voilà, l'Occident à l'Ukraine. Et chaque char coûte, je sais pas, facilement 5 millions de dollars, hein, 5 ou 10 millions de dollars. Pouf, c'est fini, hein, d'accord? Voilà. En fait, l'intelligence artificielle, en fait, elle va exacerber cet avantage des drones parce que là, ils sont en train de parler de drones mesh. Drone mesh, donc c'est des maillages de drones, donc c'est des drones qui fonctionnent ensemble et qui sont commandés par une IA. Et donc, ça multiplie leur impact parce qu'ils fonctionnent de manière coordonnée. C'est pas chaque drone tout seul, c'est une coordination. Donc, ça peut être une attaque très, très sophistiquée qui peut être mise en place. Et donc, voilà. Donc, l'IA, les avancées en IA, ça va absolument bénéficier à cette nouvelle technologie. Voilà. Et puis, un autre phénomène qui s'est passé avec la guerre en Ukraine toujours, c'est que l'Occident, à force de vouloir armer l'Ukraine de manière dogmatique, eh ben, ils se sont démilitarisés. Ils se sont démilitarisés. Alors, il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 4 semaines, je parlais du fait que les lanceurs de missiles patriotes, des systèmes patriotes, donc c'est un système états-unien, en fait, ils avaient donné les États-Unis de ces systèmes patriotes, et puis même les Européens, ils avaient donné certains de leurs systèmes patriotes à l'Ukraine. En fait, ils en ont tellement donné qu'aujourd'hui, ils sont au ras des pâquerettes au niveau de leur propre capacité de défense, les Européens et les États-Unis. Et comme ils ont voulu récemment donner à l'Ukraine encore plus de systèmes patriotes, les États-Unis nous ont dit non, nous on ne peut plus parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de ça pour nous-mêmes. Eh bien, ils ont tous mis la pression sur l'Allemagne, et c'est l'Allemagne qui a donné de ces systèmes patriotes, alors qu'elle aussi, elle était au ras des pâquerettes. Hein, donc là, ils sont sous-militarisés, les Allemands, à ce niveau-là. Ils ont donné des systèmes patriotes, et les États-Unis leur ont dit, écoutez, vous commandez des nouveaux chez nous, on va vous les donner dès que possible. Et dès que possible, tu sais, c'est quoi, Hafsa? C'est environ 7 années. 7 ans. C'est dans 7 ans. Ça souligne que les capacités d'industrialisation des États-Unis, elles sont quasi nulles parce qu'ils sont incapables de produire rapidement ces systèmes-là patriotes. Alors qu'aujourd'hui, la Russie, avec la guerre en Ukraine, elle est en train de produire, je crois, au fur et à mesure. des centaines de missiles par mois, des centaines de missiles. Là, les États-Unis ne sont pas capables de produire un système patriote avant 7 ans. 7 ans, c'est une éternité. Donc voilà, toujours ça vient renforcer un petit peu ce que j'essaie de passer Et, comme et- et message. c'est formidable parce que donc Poutine, sachant cela, il sait très bien que maintenant l'Union européenne et les Américains se sont affaiblis, donc ils sont encore plus affaiblis par rapport à une potentielle attaque russe. Bon, je ne pense pas qu'elle va avoir lieu, mais en tout cas, au moins, ils sont beaucoup plus faibles maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 2, 3 ans par rapport à tout ce qu'ils ont distribué aux Ukrainiens. Et donc voilà, la balle, encore une balle qui retombe dans le camp, donc justement, des Russes par rapport aux Occidentaux. Voilà, les Occidentaux sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Exact. Et donc, oui, alors, les Chinois, en fait, ils sont tellement en avance. Récemment, la chaîne publique chinoise, CCTV, en Chine, donc, hein, à l'intérieur de la Chine, elle a fait un reportage, mais je crois qu'il est. Oui, en fait, il doit être disponible sur YouTube, hein, mais c'était pour un public chinois, essentiellement. Mais ils savaient en fait que ça allait se voir au niveau international. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont montré? En fait, c'était un reportage porte ouverte sur le sous-marin nucléaire stratégique qui s'appelle Type 094. Donc ça, c'est un sous-marin nucléaire stratégique, donc il est vraiment très important dans les capacités d'attaque en fait de la Chine. Et en fait, le fait qu'ils aient organisé voilà, des portes ouvertes, c'est-à-dire les journalistes sont rentrés dedans, ils ont filmé et tout, ça veut dire, parce qu'ils ont cette doctrine, les Chinois, de montrer un modèle, euh, un modèle d'équipement lorsqu'ils ont déjà développé le modèle suivant. Donc, ils sont Et déjà fiers de ce modèle-là, mais c'est parce qu'ils donc, ont déjà imaginons développé la suite. ce qu'est le vrai, le plus performant. Voilà. Oui, parce que en fait, si c'était ça leur sous-marin, on va dire top, 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 ils l'auraient jamais montré. Ils n'auraient jamais montré les détails à l'intérieur et tout, hein, parce que sinon, Ah oui. voilà, en fait, ça s'appelle traiter le flanc pour se faire taper. Mais là, en fait, ils sont tellement confiants, ils ont fait une journée porte ouverte sur ce sous-marin stratégique. Ça veut dire qu'ils ont déjà développé le suivant, qui sera certainement beaucoup plus avancé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de montrer le modèle actuel qui, pour eux, est déjà dépassé. D'accord?
Bon, C'est quand même, c'est le génie chinois quand même, hein. Donc, ouais, non, mais voilà, non seulement on vous avertit, regardez le degré de notre compétence, mais en plus, on vous laisse comprendre que si c'est ce qu'on vous montre, imaginez ce qu'on a voilà. véritablement Ce qu'on a caché. développé récemment, donc le modèle d'après, exactement. Voilà. Exact. Et puis, bien sûr, ils sont en train de faire de la recherche sur le modèle qui est encore après, évidemment. Ils Voilà. sont en train de faire de la recherche en ce moment. Bon, voilà. Et puis pour terminer cette partie-là sur la domination militaire occidentale qui est en déclin très rapide, donc après l'Inde, qui a annulé ses commandes de F-35, hein, donc là, l'Inde, elle est fâchée avec les États-Unis, hein. Et Ouais. d'ailleurs, entre parenthèses, Trump, il a appelé 4 fois Modi cette semaine, et Modi n'a pas pris ses appels. Le président états-unien, je rappelle, c'est quand même, le président états-unien a appelé un autre président, d'accord, 4 fois, et l'autre président, il n'a pas pris le téléphone, il n'a pas Refusé. répondu. Hein. Bon, voilà quoi, ça veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est maudit, c'est un fasciste. Il a, de par sa nature fasciste, il a une Il y a affinité des avec sympathies l'Occident. toutes naturelles avec Trump, Avec exactement. l'Occident, de manière générale d'ailleurs. L'Occident, même hors Trump, même si c'était Biden, l'Occident, le fascisme, c'est par essence occidental, hein. Et malheureusement, voilà, ça contamine d'autres pays, enfin, d'autres dirigeants comme Modi en Inde, hein. Bon. Donc, après l'Inde qui a annulé ses commandes de F-35, donc F-35, je rappelle, c'est l'avion le plus récent des États-Unis, hein. Et ben, l'Espagne renonce elle aussi à commander le F-35, hein. Donc, eux, leur commande, elle était à hauteur de 6,25 milliards de dollars. Voilà combien ça coûte d'avoir. Alors, elle, je crois, elle avait prévu d'acheter 18 avions. 18 F-35, ça coûte 6,25 milliards de dollars. Imaginez tout l'argent qu'elles se font ces boîtes-là, comme Lockheed Martin et Raytheon, etc. Voilà, ils vendent ces systèmes-là à prix d'or. Parce qu'en fait, ce qu'ils vendent, c'est pas seulement l'avion, c'est aussi tous les systèmes de support sur le sol, etc. Et puis Exact. les missiles et La toutes les maintenance. options, toutes les options qui viennent sur l'avion qui lui donnent d'autres capacités supplémentaires. Et puis aussi, ils payent les mises à jour parce que comme ils ont plein de logiciels, ces systèmes, c'est les mises à jour, pour les avoir, il faut payer, comme avec Microsoft. D'accord? C'est le même système. Exactement. Voilà, c'est le système parasite, c'est du parasitage. Bon. Et puis il y a aussi récemment, je regardais, je sais plus si c'était aujourd'hui, ce matin ou hier, un reportage de la RTS, donc la chaîne publique suisse. Ils Mhm. disaient qu'ils allaient aussi très probablement annuler leur commande de Aïe, F-35. Voilà, Suisse, Espagne, tous les deux des pays occidentaux, des hein. gros marchés, parce que la Suisse, c'est un gros marché militaire, en effet. Oui, oui, oui. Bah, ils devaient renouveler toute leur flotte parce qu'ils ont des FA-10, je crois que ça s'appelle, hein. C'est des avions des années 70, hein. Enfin, 70, 80, peut-être 90 au pire. Mais c'est des très vieux avions. C'est genre deuxième ou troisième génération. Ouais. Et voilà. Et là, c'est fini. En fait, ils veulent s'orienter vers un système européen. C'est parce qu'ils se méfient des États-Unis. Ça y est, ils n'ont plus confiance. Ben oui, tellement ils se font maltraiter eux aussi. Ah, Parce que Trump, il a exactement. dit, oui, Trump, il a dit, bon, Mais l'Europe, bravo à eux de débrouille. réagir tout de même. Donc voilà, ça Oui, au moins. oui, oui, ouais, ouais, c'est bien, effectivement. Mhm. Voilà, donc ça, c'est pour souligner. J'espère que les gens sont convaincus que la domination militaire occidentale, c'est terminé. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, côté automobile, voilà, donc j'ai parlé de l'ARN, du militaire, de l'automobile, et puis je parlerai de l'IA. Donc en fait, il y avait quatre, hein, il y avait quatre parties, j'avais oublié, j'avais dit trois tout à l'heure. Donc côté automobile, les gens qui suivent un peu l'automobile, ils savent que, par exemple, il y a le groupe Stellantis, hein, donc c'est un énorme groupe international. Il y a dedans, il y a la marque, il y a PSA, donc c'est Peugeot Citroën, DS, et puis il y a aussi Fiat Chrysler, et puis il y a, je crois, Dodge, Maserati, Alfa Romeo. Il y a une douzaine, si ce n'est plus, si ce n'est une vingtaine de marques automobiles regroupées toutes dans ce groupe-là, hein, d'accord? Eh ben, ce groupe-là, Stellantis, il était dirigé jusqu'à il y a quelques mois par un type, il s'appelle Carlos Tavares, par un PDG. Lui, c'était un néolibéral exacerbé. Exacerbé. Déjà, les néolibéraux, ils sont dangereux à la base, mais lui, c'était un type, c'était comment dire, un inquisiteur néolibéral. Eh ben, il a démoli le groupe Stellantis, justement en virant les ingénieurs lui aussi, hein, en virant les ingénieurs, en arrêtant la recherche quasiment, hein. Et aujourd'hui, Stellantis,
ils ont des très, très graves problèmes de fiabilité sur leurs voitures. Hein. Donc, c'est des Peugeot, les Citroën, les Fiat, etc. Toutes ces voitures-là, quasiment toutes, elles ont des graves problèmes de fiabilité. Hein. Il y a même des Citroën récemment. En fait, il y en a une, il y a eu pas mal de bruit autour. En sortant du concessionnaire toute neuve, elle a fait quelques kilomètres, pas de moteur. D'accord? Hein, donc, pour les connaisseurs, les deux moteurs les plus touchés, c'est le Blue HDI et le PureTech. Hein, bon, c'est des jolis noms marketing, hein, mais en fait, derrière, il y a pas de... le moteur, il marche Voilà, pas. c'est vide. Voilà, tout est sur l'apparence. Tout est sur l'apparence. Hein. Et en fait, voilà, donc aujourd'hui, ils sont dans une catastrophe désastreuse. Ils ont perdu, donc ça c'était, je crois, au premier semestre 2025, ils ont perdu 2,3 milliards de dollars. Milliards de dollars, c'est Donc, en énorme. fait, tous les fleurons de l'industrie occidentale s'effondrent. Ils sont en train de couler. Voilà, ils sont en train de couler. Et par contre, ce PDG, devine, Hafsa, combien il était payé? Ah, c'est quoi? Non, j'ai pas envie Il de était savoir. payé 100 000 euros par jour. Ah, voilà, je me disais, 500 000 euros, c'est pas crédible, ça. 100 000 Par euros par jour. jour. Waouh. Voilà. Les gens ont accepté ça et acceptent toujours ça parce qu'il y a d'autres PDG. Alors, il a été viré depuis, comme je disais, il a été viré par le conseil d'administration. Il était temps. Par contre, il est parti avec un parachute doré En plus, de 35 millions ben, d'euros après avoir démoli le groupe Stellantis. L'excuse du conseil d'administration, pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné ce parachute doré hein, aussi énorme, c'était parce que sinon, ça enverrait un mauvais signal à nos futurs recrues. ah, ben, bien sûr. C'est très grave. En fait, ils ont donné un parachute doré à un type incompétent qui a bousillé le... Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attirer un type qui est pire. S'ils donnent des Exactement. parachutes comme ça. Tant C'est qu'à vrai ou faire. pas? Si c'est Ah pour oui. finir avec 35 millions de dollars, pourquoi se fatiguer à faire du bon travail? Déjà, pourquoi se fatiguer? Oui. Et puis en plus, ils vont attirer des types qui sont des beaux parleurs et tout, mais qui vont Voilà. absolument faire un travail pire que Carlos Tavares. Bon, voilà. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est le cas de Stellantis. Je crois que c'est assez emblématique hein, de l'effondrement de l'industrie automobile européenne. Et en plus, toujours en parlant de l'industrie automobile européenne, en fait, donc l'Union européenne, elle est dirigée pour l'essentiel par une personne qui est non élue par le peuple, par les peuples européens. Oui, Comment elle s'appelle, von der Leyen. Hein. voilà. Ursula von der Leyen, Hachakoum, je devrais dire, tellement cette personne est détestable. C'est une psychopathe. Hein. Moi, je dis c'est une psychopathe comme Macron, psychopathe cliniquement vraiment. Hein. Je ne suis pas en train de l'insulter ou quoi. Je dis cliniquement, c'est une psychopathe. Oui, Elle check, oui. elle vérifie toutes les cases. Hein. Bon. Et elle, comment elle se maintient au pouvoir, entre autres, en tout cas vis-à-vis des Européens eux-mêmes, pour qu'ils se soulèvent pas et qu'ils sortent pas la guillotine, en fait, elle leur promet monts et merveilles. Il y aura de l'électrique partout, on va mettre fin à la pollution, les énergies renouvelables, c'est que du blabla. C'est comme ça qu'ils font les psychopathes. Ils sont très bons à vendre des choses aux gens, hein, à les entuber comme ça en leur vendant des trucs qui n'existent pas. Et au bout de quelques années, en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne peuvent pas livrer le résultat ben, en fait, ils vendent un autre projet, ils trouvent un autre projet à vendre. Voilà. Et les gens, ils oublient en fait qu'ils ont été promis autre chose quelques années avant, ils se focalisent sur un nouveau truc. Ah, ok, ouais, c'est bien ça, ouais, des batteries électriques, ah oui, c'est bien ça. Alors, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'elle a fait, Ursula von der Leyen? Elle a décidé que il devrait plus y avoir de moteur thermique. Donc les moteurs thermiques, c'est les moteurs classiques hein, dans les voitures, qu'il devrait plus y avoir de moteur thermique d'ici 2030. Et elle a imposé une réglementation drastique et suicidaire en réalité sur les constructeurs européens. Hein, et en tout cas, les constructeurs qui vendent en Europe, hein, que ce soit européens ou autres, mais c'est surtout les Européens qui sont impactés parce que c'est leur marché principal. Elle a imposé des réglementations drastiques, comme par exemple des punitions énormes pour ceux qui ne vendent pas suffisamment de voitures électriques. Hein, donc, ils sont obligés de vendre des voitures électriques, alors que les gens n'en veulent pas. Les Ouais, Européens n'en veulent exactement. pas. Oui, parce que c'est un peu cher et puis l'autonomie, elle est mauvaise. Hein, l'autonomie, elle est assez mauvaise des voitures Et puis électriques. maintenant, si les gens ils font des recherches, parce qu'on leur a fait croire que c'est Voilà. très écologique, mais en fait, compte les Oui, components qui sont utilisés voilà. viennent de Exactement. mines, etc. Sont très, très. Hum, C'est pas, en fait, c'est pas écologique. du tout. Ouais, En ouais. résumé,
Et donc, les gens se rendent compte de l'arnaque. C'est très, très cher et en même temps, c'est pas Voilà. vraiment écologique comme on nous l'avait promis. Donc, finalement, les gens boudent. Et en plus de ça, bien évidemment, parce que je pense que l'affaire Elon Musk, Tesla et tout a eu un impact énorme, parce que c'était lui Mm. le premier. Et donc, peu à peu, les gens ont commencé à se lasser de ces véhicules-là. Et puis, c'est Mm. vrai qu'il n'y a pas mieux que la bonne vieille voiture traditionnelle. Les gens se sont rendus compte de cela et ils Voilà. sont en train de bouder. Et on sent en plus que la pression maintenant, elle est artificielle. Et comme je pense qu'il y a aussi un réveil dans les opinions occidentales par rapport à ces pressions artificielles qui sont faites, donc là, on va voir un déclin véritable de la voiture électrique, absolument. Sauf Voilà. via la répression, c'est-à-dire ce que fait von der Leyen, où on va Mm. punir les gens, je ne sais de quelle manière. Parce que là c'est Oui, vrai c'est qu'ils peuvent, ça. c'est-à-dire on va te Oui, taxer très, exact. très, très, très fort si tu as une voiture à essence, etc. Oui, Donc c'est ce là, qu'ils font. oui, Oui, évidemment. c'est ce qu'ils font déjà, oui, c'est ce qu'ils font. Et Voilà. donc, les constructeurs européens, ils n'ont pas eu le choix que de... En fait, beaucoup, la plupart des constructeurs européens, ils ont misé sur l'électrique parce qu'ils se disaient, voilà, c'est une nouvelle réglementation, on n'a pas le choix, il faut qu'on suive. Et donc, ils ont arrêté le développement de nouveaux moteurs thermiques et ils ont construit des nouvelles usines qui produisent des voitures électriques. Et c'est pas la même chose que les usines qui produisent des voitures thermiques, c'est pas la même chose du tout, d'accord? Et par exemple, Audi, il a construit une énorme usine dans la banlieue de Bruxelles, comme par hasard d'ailleurs, à côté d'Ursula. Et cette usine, elle leur a coûté quelque chose comme 3 milliards de dollars. Est-ce que tu sais, Hafsa, cette usine, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle Non? est fermée. Elle est fermée, cette usine. À peine ouverte, ils n'ont pas vendu suffisamment de voitures, elle ne servait plus à rien. Ils n'ont même pas décidé d'essayer de la reconvertir ou quoi. Ils l'ont carrément fermée et je crois que c'était 20 000 emplois au chômage. 20 000 emplois au chômage. Voilà, c'est très récent, c'était il y a quelques mois. Et c'est à peu près la même chose pour tous les constructeurs européens. Ils ont misé, dans la grande majorité, ils ont misé à fond dans l'électrique et ils ont abandonné le thermique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont sorti leur voiture électrique, ça ne se vend pas. Ils sont en train de modifier leur voiture électrique pour remettre un moteur dedans. Mais ça va pas marcher. Ça va être un pur désastre parce que c'est du bricolage. Donc, au niveau fiabilité et tout, ça va être une catastrophe. Il va y avoir un désastre au niveau de la fiabilité et de la sécurité de toutes ces voitures-là qui sont vraiment bricolées. C'est du bricolage, ça s'appelle. C'est du bricolage, c'est plus de l'ingénierie. Et, et puis oui, oui, alors par contre, oui, ceux qui sont gagnants dans cette affaire-là, c'est les Chinois, là aussi, parce que eux, ils ont une dizaine d'années d'avance, une dizaine d'années, je précise, une dizaine d'années d'avance sur l'électrique par rapport aux constructeurs européens et puis les autres aussi, ne parle même pas des États-Unis. Ils ont une dizaine d'avance sur les constructeurs européens dans le développement de voitures électriques. Les voitures électriques aujourd'hui, c'est très facile de voir des essais sur YouTube, il y en a plein. Les voitures électriques chinoises, quand on met à côté une voiture électrique européenne, même une BMW ou une Mercedes ou quoi, en fait, on compare deux choses, ça se voit qu'il y a 10 ans d'avance entre les deux. Vraiment, il y a 10 ans d'avance entre les deux. Et donc, les grands gagnants, ça va être les Chinois parce que eux, leur voiture Encore une électrique, fois. ça commence à devenir intéressant parce qu'elles ont une autonomie assez élevée et même le prix, il est vachement bas. Ils sont arrivés à baisser le coût de production. Ils ont eu une stratégie très intelligente. Ils ont mutualisé leurs efforts, les constructeurs chinois. Ça, c'est l'État. Ça vient de l'État chinois, hein, c'est une stratégie de l'État. Ils ont mutualisé leurs efforts de développement, donc ils partagent plein de batteries, plein de moteurs entre eux, hein, qu'ils ont développé voilà, des moteurs tip-top, ils ont mis les moyens derrière, et ils arrivent quand même à les vendre beaucoup moins cher que les Européens avec leur système complètement pourri. D'accord? Donc voilà, ça va être eux les grands gagnants. Et donc, voilà, ça va être les véhicules européens, ça va être des tuk-tuk, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, les petits trucs là, je sais plus, c'est en Asie, Ouais, hein, un petit les peu. tuk-tuk, voilà, tuk-tuk, voilà. Alors que les Chinois, c'est eux qui détiennent vraiment la technologie automobile aujourd'hui, même à l'intérieur, tout ce qui est électronique, enfin tous les écrans, etc., et comment dire, l'interaction entre l'utilisateur et puis enfin, le conducteur ou l'utilisateur et l'électronique de la voiture. Quand on voit l'intérieur des voitures chinoises, c'est vraiment très très bien pensé, très bien conçu. Voilà, tout ça a un prix, encore une fois, très intéressant, hein. Vraiment, quand je vois les prix des voitures chinoises, je me dis, waouh, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est incroyable.
Voilà, donc tout ça pour dire, et puis pour rajouter un petit chiffre très récent, les ventes de Tesla, donc on va comparer Tesla avec BYD, hein, donc Tesla c'est soi-disant le leader occidental de voitures électriques, et BYD, on pourrait dire c'est le leader chinois. Je vous donne les statistiques en Europe, pas en Chine. En Europe, les ventes de Tesla en Europe en juillet 2025, 8 800 véhicules. Ouh. BYD, 13 400 véhicules. Donc, 50% de véhicules. Donc, c'est une marque chinoise Et en très peu Europe. connu, oui. Voilà, ils vendent déjà 50% de plus que Tesla. Bon. Et si on devait voir comment dire, les évolutions de vente de Tesla et de BYD, au premier semestre 2025, sur le premier semestre 2025, les ventes de Tesla ont baissé de 33% par rapport au premier semestre 2024, alors que les ventes de BYD ont augmenté de 290%. Ils ont, Oula. ouais, bah oui, ils ont plus que triplé, ils ont triplé en fait quasiment triplé leur vente, hein. Donc enfin ils ont quadruplé en fait, quasiment quadruplé leur vente, parce qu'ils ont augmenté de 290% leur vente. Voilà la tendance, hein. Donc Occident comme ça, la Chine comme ça. Et Voilà, donc ça c'était un chiffre pour donner quelque chose de concret. Donc la domination occidentale dans l'industrie automobile est terminée. Alors pour l'IA, je crois qu'on va laisser à la prochaine fois parce qu'on a déjà pris pas mal de temps pour pas trop déborder. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de l'IA, euh, de la fin de la domination de l'IA qui a été très brève de l'Occident, duré quelques semaines. Et déjà les Chinois, ils ont repris le dessus. Voilà, donc j'espère que ça a été convaincant, hein, pour montrer la fin de la domination occidentale, hein, dans plusieurs domaines vraiment critiques, stratégiques, hein, voilà. l'automobile, l'aéronautique et le militaire. Alors le militaire est très important parce que l'Occident, s'ils ont dominé le monde, c'est grâce aux militaires, hein. Exact. C'est pas grâce à leur magnificence spontanée, hein. Voilà, donc c'est tant mieux pour le monde, tant mieux pour le monde entier. Oui, Voilà, il était temps, tout à absolument. fait. Et ben On va voilà. passer. Oui. Oui. Non, mais justement, je me suis dit, bah, ça, c'est pour passer au sujet. Bon, je vais pas trop m'étaler parce qu'on a quand même bien dépassé l'heure. Mais Hmm. donc, le sujet de la semaine, question news, c'est l'attaque, la double attaque sur l'hôpital donc à Gaza. Et c'était juste pour dire, en fait, c'est un rappel parce que je me souviens dans les années 90 en Algérie, quand il y avait donc ce qu'on appelait la décennie noire, ce que faisaient les GIA, c'était qu'ils plaçaient une bombe quelque part et quand les gens, une voiture piégée en général, et quand les gens venaient aider les victimes, ils avaient placé une seconde bombe juste à côté pour doubler les victimes. Donc, on est dans le cas classique du terrorisme. Voilà ce qu'on a vu en direct, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas, il n'y avait même pas les téléphones avec caméra, etc. Donc, voilà ce qu'Israël a fait cette semaine, c'est-à-dire qu'elle a visé très, très clairement un hôpital et des journalistes qui photographiaient, qui filmaient les victimes qu'on a portées. Et donc, la première explosion, et là, s'assurant que tout le monde était réuni, que tout le monde s'est investi dans l'effort de sauvetage, elle a rebombardé. Donc, on est dans du terrorisme pur et dur. Il n'y a ni aucune règle de guerre respectée, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'état d'apartheid est un état terroriste, avec preuve à l'appui, filmé, admis, reconnu. Et voilà, voilà, c'était sur ce petit point brièvement sur lequel je voulais revenir en tant qu'événement de la semaine. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, quand tu dis ils l'ont admis, c'est tout à fait vrai, parce qu'ils ont publié un communiqué le soir même, je crois que c'était à 22h30. Donc c'était le cabinet de Netanyahou qui a publié un communiqué à 22h30, heure Mhm. israélienne. Et en fait, ils avaient exprimé leur profond regret par rapport à cet incident-là. Mais le fait qu'il ait publié très tard, ça veut dire qu'il n'est pas destiné aux Israéliens, hein, parce que eux, ils pionçaient, ils commençaient à se mettre au lit à cette heure-là. C'est destiné, je pense, à leurs sponsors, aux sponsors occidentaux qui commencent à en avoir marre de ce qu'ils estiment être les excès d'Israël, parce que jusque-là, le génocide, c'était pas un excès, hein. Mais là, ça commence à être trop quand même. Ah, vous avez tué. Dire, voilà, là, on peut plus cacher, voilà, on peut plus cacher le Oui, soleil, oui, comme on dit. oui, oui, Voilà. voilà. Donc c'est plus destiné à leurs sponsors occidentaux. Mais les Israéliens, ils n'entendront jamais parler de ce communiqué avec
comment dire, le profond regret. Hein, profond regret, ça, j'en entends jamais parler parce que la propagande israélienne, c'est de les maintenir dans le statut de victime. Hein. Donc, eux, ils ne sont pas capables de crimes. Hein. Les Israéliens ne sont pas capables de crimes. Hein. C'est ça l'idéologie sioniste. Hein. Voilà. Et puis, je précise aussi qu'il y a quelques heures, Bissa Aouda, donc qui est journaliste palestinienne qui est à Gaza, eh ben, elle a publié via Al Jazeera un dernier reportage dans lequel elle montrait les équipes de protection civile de Gaza qui justement étaient ciblés, enfin, ils étaient parmi les victimes de ce double bombardement. Hein. Et elle montrait leur travail et elle montrait déjà, que ils n'ont pas de moyens. Hein, donc, quand ils interviennent pour sauver des personnes qui sont ensevelies sous les débris suite à un bombardement israélien, eh bien, ils travaillent avec leurs mains. Hein, ils sont obligés de. Et en fait, à un certain moment, alors c'est très difficile à voir, je vais mettre le lien ici, hein, du reportage. Je pense que c'est important qu'on le voit tous, c'est la moindre des choses, mais sachez que c'est très difficile. Il montrait par exemple le cas où il y avait un gamin, donc il avait peut-être 5 ans, peut-être 5 ans, il était enseveli et les secouristes l'entendaient, il était encore vivant. Et ben, ils ont mis 6 heures pour l'atteindre avec leurs mains, mais il était déjà mort et il avait suffoqué parce qu'il était voilà, dans une bulle d'air. Voilà, Voilà. on ne peut pas rester comme ça indéfiniment dans une bulle d'air. Voilà, il a suffoqué, faute de moyens. Hein, ils auraient sûrement pu le sauver s'il y avait des moyens, mais là, en enlevant les débris avec leurs mains, voilà, ils ont mis 6 heures, 6 heures pour l'atteindre. Pourtant, il n'était pas très profond, mais voilà, les Ah ouais. débris étant ce qu'ils sont, c'est du béton, etc. Donc voilà. Et elle montrait aussi un autre cas dans ce reportage où une équipe de la protection civile de Gaza était intervenue suite à un bombardement israélien. Donc, des gens ensevelis, dont un gamin, et ils l'entendaient, hein, ils entendaient ce gamin, ils savaient qu'il était vivant, mais il y avait sûrement d'autres personnes aussi. Et ben, suite à ce premier bombardement, Israël les a avertis, alors ils sont gentils, hein, ils ont Ah. averti, ils ont dit, attention, on va encore bombarder le même endroit. Donc, ils ont été obligés d'évacuer et Israël a bombardé cet endroit-là 3 ou 4 autres fois, le même endroit où il y avait des gens qui étaient ensevelis, qui étaient encore vivants. Donc, après avoir tué les premiers, ils ont tué encore. Bon, voilà. Hein. Donc, c'est ça Israël. Donc, il faut regarder ce reportage, il est très important. Hein. Et puis, on voit d'autres choses aussi, mais voilà. Hein, c'est ça que j'ai retenu essentiellement de ce reportage Mhm. de Bissan Aouda sur ce sujet. Ouais. Bon, Ouais. ensuite, alors on va parler d'Algérie. Tu es sûrement au courant, Hafsa, que sur ordre du président de la République, en Conseil des ministres, 10 000 bus seront importés en urgence. Hein, Mhm. voilà, donc, la magnifique gouvernance, malheureusement, en Algérie. Et en plus, pour ceux qui ne sont pas suffisamment étonnés, le ministère des Transports prévoit de remplacer 84 000 bus graduellement. Voilà. Alors, moi, je pose la question très difficile, hein, devinez les gens, quel sera l'état de tous ces bus super neufs dans 1 an ou 2 Bah dans un oui. pays où la pièce détachée ne rentre pas. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc en fait, on empire le problème. Hein. C'est extrêmement grave. C'est Ça, extrêmement... ça répond exactement à la question qu'on avait soulevée la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on répond très rapidement à une colère immédiate avec des réponses immédiates irréfléchi. sans réfléchir à long terme, sans réfléchir l'entretien, de l'état des routes, tout ce qui Ouais, contribue justement à ces taux d'accidents très élevés, d'ailleurs, qui sont très, très alarmants chez nous et qui voilà. sont multifactoriels, parce que c'est clair que c'est pas uniquement un chauffard ou une mauvaise route ou un pneu qui a explosé, c'est énormément de facteurs. Et si on les analyse pas tous et à tête reposée, plutôt que comme ça de livrer quelque chose en pâture à l'opinion rapidement, eh ben on sera confronté au même problème dans un an, dans 6 mois, etc. Donc voilà. Bon, Voilà, mais ce qui est malheureux, c'est que voilà, les gagnants, ça va être encore l'Occident et puis voilà, les pays qui produisent ces bus, parce que ces bus, ils vont être délabrés dans 1 an ou 2. Voilà, donc on reviendra à la case départ. Pourquoi? Parce que on n'a pas attaqué la cause racine. On parlait la semaine dernière de la cause racine. Il faut attaquer la cause racine du problème.
Hein, Exact. d'accord? Mais là, la cause racine, l'État apparemment s'en fiche complètement. Voilà. Donc encore de l'argent des Algériens jeté par la fenêtre alors qu'ils en ont gravement besoin. Hein, bon, voilà. Alors, parmi les news, toujours, donc un néo-nazi allemand, misogyne et raciste forcément, parce que c'est un néo-nazi, a Mhm. décidé de changer de sexe après sa condamnation judiciaire et avant d'aller en prison. Donc, après sa condamnation et avant qu'il l'envoie en prison, il s'est dit je suis une femme dorénavant. Donc, et en Allemagne, on peut changer de sexe juste comme ça à la mairie. En En Allemagne, déclarant. bon, bon en fait, je me sens femme maintenant. D'accord? Hein, si on est une femme et puis un homme si on est une femme. Hein. Voilà. Et tout ça pour qu'il soit envoyé dans une prison de femmes. Et ça rejoint Voilà. un peu ce dont on parlait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, hein, de ces hommes qui sont des criminels, qui profitent de l'idéologie transgenre pour se dire femmes, pour commettre des crimes sur des femmes notamment, et puis être envoyés dans une prison de femmes. Hein, donc c'est le Mais c'est paradis. formidable parce qu'en fait, quand cette idéologie transgenre, elle sert exactement les gens qui la combattent le plus lorsqu'ils n'ont pas encore commis de crime. Donc, ceux qui Voilà. sont les plus critiques de l'idéologie transgenre, une fois rattrapés par la justice pour leurs autres crimes, se Mmh. réfugient et trouvent Oui, des solutions à leurs oui, problèmes oui, via cette idéologie. C'est formidable. Et encore une fois, voilà, au-delà du tissu industriel qui est peu à peu détruit en Occident. exactement. Voilà aussi le déclin de l'Occident, comment il se fait peu à peu avec ses idéologies, avec toutes ces nouvelles tendances qui font que, en fait, c'est l'implosion graduelle de cet espace politique qui a jadis mené le monde, mais qui, au fond, maintenant nous amuse un peu. Il a quand même encore une force de frappe Ouais. contestable. Et je pense que son déclin n'est pas pour un futur imminent, mais en tout cas, son déclin est entertaining. Il nous Mhm. amuse en tout cas. Amusant. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, effectivement. Donc, pour aller au paradis de ce genre de criminels, donc leur paradis, c'est d'être entouré de femmes. Eh ben, il suffit de commettre un crime et puis pouf, ils l'envoient dans une prison de femmes. En plus, dans les prisons, comme on sait, ben, on sait qu'il y a plein d'abus parce que voilà, une prison, les prisonniers Déjà, sont par déshumanisés. définition. Oui, les prisonniers sont déshumanisés dans le système occidental. Hein. Mhm. C'est plus des humains. Et donc voilà, c'est un paradis pour ces gens-là. Voilà. Donc c'était une news parce que voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Euh, voilà. Je pense que on a quand même bouclé un peu plus d'une heure, donc c'est bon. Un petit peu encore, un petit peu Ah encore. d'accord, ok. Allez, allez, encore un petit peu, Mhm. parce qu'il y a des trucs très importants. Oui, alors il y a un truc très important qui se passe. En fait, les Occidentaux, Macron en tête, mais aussi Tusk et Merz, et même le Royaume-Uni, en fait, ils sont en train de s'unir et prendre de la distance par rapport aux États-Unis, parce qu'ils veulent absolument maintenir la guerre contre la Russie. Et là aussi, ça rejoint ce qu'on disait, je crois que c'était la semaine dernière, que c'est vital pour ces leaders que la guerre en Ukraine, ou en tout cas dans cette région-là, la guerre contre la Russie par proxy en réalité, se poursuivent parce que sinon c'est la fin de leur carrière politique. Ils ont besoin de ça, comme Netanyahou, hein, c'est ce que je disais, c'était la semaine dernière. Ils sont comme Netanyahou, si la guerre s'arrête, ils sont fichus. Les gens Voilà. vont les pendre, ben oui, si ce n'est sortir la guillotine. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça va choquer plein de monde, je pense, parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas entendu parler de ça. Sachant que l'Ukraine s'est perdue, hein, ils voient bien que la Russie avance très vite et que les États-Unis ils vont probablement finir se ranger du côté de la Russie et puis voilà, ils vont lui donner la victoire qu'elle mérite, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Et ben, voyons ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de démarcher la Moldavie et la Géorgie. Ils sont en train de démarcher les leaders de la Moldavie et de la Géorgie pour les transformer en proxy, les proxys d'après pour faire une guerre à la Russie. Non, mais c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, la présidente moldave, je vais mettre une vidéo ici, ça va choquer tout le monde. La présidente moldave, elle est d'accord, elle est complètement vendue au programme. D'accord, elle est complètement vendue au programme. Elle fait un discours à côté de Macron et puis, je crois, Merz et Tusk, il me semble, où elle fait l'éloge de l'Union européenne. Parce que la promesse, c'est de rejoindre l'Union européenne. Hein. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est, on vous promet de rejoindre l'Union européenne, mais montrez-nous votre loyauté en faisant la guerre à la Russie. C'est ça le marché qui est proposé.
mais il est proposé au leader, à la présidente, en l'occurrence moldave. Alors, pas de chance avec la Géorgie, ils n'ont pas eu de chance parce que les leaders géorgiens, je crois que c'était le ministère des Affaires étrangères qui l'a dit, il a dit, bon, on a été approché par des pays, je ne sais pas s'il les a nommés ou pas, pour qu'on devienne le futur proxy de guerre contre la Russie, et on a refusé. Donc, Ils se sont déjà brûlés les mains il y a une dizaine d'années, donc il ne fallait pas voilà, reproduire le même schéma, c'est clair. voilà. Ouais. Donc là, avec la Géorgie, ils ont eu moins de chance. Non seulement les leaders géorgiens ont refusé, mais ils les ont cramés publiquement en disant, Bravo. Eh révélant leur plan. Mais ben, bravo. c'est pour montrer à quel point ces gens comme Macron sont extrêmement dangereux. Ouais. Extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'y arrive, il y a aussi une news sur la France juste après. Alors, des mouvements populaires en France, populaires, on va dire grassroots, hein, donc c'est pas des mouvements officiels, mais vraiment des mouvements vraiment populaires, hors syndicats, donc, hein, même si les syndicats les ont rejoints récemment, notamment le syndicat solidaire et le syndicat CGT, ils appellent à un blocage de la France le 10 septembre, hein, donc c'est dans une dizaine de jours, et pour protester essentiellement contre le budget 2026 où Bayrou veut économiser 40 et quelques milliards de dollars en supprimant des services publics, choses comme ça, enfin, même truc néolibéral, d'accord, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc sachant aussi que le gouvernement de Bayrou, il va sûrement tomber le 8 septembre, donc 2 jours avant, parce que il y a une motion de confiance qui va être votée par le Parlement ce jour-là. Et a priori, apparemment, il va tomber, Bayrou et son gouvernement, ils vont tomber, hein. Donc, la France sera sans gouvernement dans une huitaine de jours, hein. Très probablement, très, très probablement. Et par contre, Macron, en bon psychopathe, parce que c'est exactement comme ça qu'un psychopathe réagit, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a prévu une réunion du Conseil de sécurité, le même Conseil de sécurité qu'il avait mobilisé pendant le Covid, hein, pour semer la peur et puis pour maintenir les gens. Voilà. Eh bien, il a prévu une réunion du Conseil de sécurité qu'il n'a pas réuni depuis pas mal de mois, il me semble, hein. À quelle date? Le 10 septembre, le jour Ouais, où voilà. cette mobilisation est prévue. Et à mon avis, ça c'est mon interprétation, je l'ai vu nulle part. À mon avis, c'est pour passer le message aux divers leaders politiques, des partis politiques et des syndicats. C'est pour leur dire, si vous soutenez ce mouvement-là populaire du 10 septembre, moi, je vais activer l'article 16 de la Constitution française qui va me donner les pleins pouvoirs, hein. Donc là, il va pouvoir diriger par décret, hein. Et en fait, il peut citer en fait, la guerre en Russie, il peut citer ça parce que dans l'article 16, ils disent, voilà, si le pays est sujet à une Oui, menace, oui. Il va exagérer un propos voilà, de Poutine, et puis exactement. voilà, et il suffira de ça, voilà. Exactement. Mhm. Voilà. Donc, à mon avis, il est en train de leur envoyer un message subliminal pour leur dire, voilà, attention, si vous allez dans ce truc-là, moi, Voilà. j'active l'article 16. Ça, c'est mon interprétation. On verra. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe en France en ce moment. Et par contre, il faut savoir aussi que la France insoumise, donc c'est le parti leader de la gauche française, ils ont prévu le 9 septembre de déposer une motion de destitution de Macron. Le 9 septembre, ils vont déposer une motion de destitution. Oui, mais c'est fort quand même, symboliquement, hein, ça va sûrement pas passer, mais Oui, symboliquement, évidemment. c'est fort, parce que ça vient mettre de l'huile sur le feu par rapport à la colère populaire, et ça met le doigt sur le problème, c'est Macron, hein. Ça, Bon, ça va Macron. en réalité, enfin, pour les Français, le problème, c'est Macron. Pour nous, les gens du Sud global, le problème, C'est c'est la la France. France. Voilà, Voilà. exactement. Exact. Voilà. Bon, en Exact. tout cas, en tout cas, moi, j'aurais aimé que les Français se bougent autant pour le génocide, hein, et pas seulement qu'ils se bougent pour ça à cause du budget 2026. Bon, c'est dommage, hein. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Je crois qu'on arrête parce que là, ça fait quand même beaucoup. On a bien Ouais, dépassé ouais, notre rythme. ouais, ouais, pour aujourd'hui, allez, on va arrêter. Je voulais parler de Ghislaine Maxwell, mais on pourra en parler la semaine prochaine. Alors, Oh, je vais juste dire qu'elle sera probablement libérée. Elle sera merci. probablement pardonnée, hein, graciée par Mais Trump. alors, je pense, parce que déjà aujourd'hui sur Twitter anglophone, Trump is dead a été est trendé et c'était justement par rapport au fait que les preuves de sa culpabilité dans le dossier Epstein sont de plus en plus évidentes et plus il se cache et ne veut pas révéler la liste, plus il confirme son implication. Donc, je pense que si gracie Ghislaine Maxwell, là, ça va quand même signer son arrêt de mort. Moi,
Il pourra le faire en se disant que de toute façon, 2 semaines après, on passera à autre chose et puis il créera une crise grave au lendemain de cette grâce pour justement détourner l'opinion. C'est probable, mais ça va lui nuire énormément. Donc, c'est un très, très gros risque. Et je pense que peut-être qu'il peine d'ailleurs à prendre cette décision parce que justement, il est encore en train de peser le pour et le contre. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il va essayer de repousser cette décision. Il va essayer de la prendre à un moment où les gens seront occupés par autre chose. Euh, Voilà. mais en tout cas, oui, oui, il va sûrement la gracier. Bon, très bien. Voilà, je rappelle à tout le monde de s'abonner, de liker, de mettre des commentaires, hein. Et merci aux personnes qui mettent des commentaires, hein. Même les personnes qui ne sont pas d'accord, hein. Et des fois, si c'est argumenté, c'est très bien, hein, d'accord. Moi, en tout cas, je réponds. Et voilà. Donc, merci à toutes et à tous de mettre des commentaires. Voilà, et puis merci Hafsa pour tes éclairages. Donc, on va se retrouver dans une semaine, dans une actualité voilà, qui vraiment devient paroxysmique à ce stade. Voilà, à la semaine prochaine, donc, tout le monde. Au revoir.